Pour la première fois en 20 ans, l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU estime que l'Iran ne respecte pas ses obligations. Le président serbe Aleksandar Vučić s'est rendu pour la première fois en Ukraine à l'occasion d'un sommet Ukraine-Europe du Sud-Est. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a officiellement déclaré que l'Iran viole ses obligations de surveillance nucléaire, marquant la première résolution de ce type depuis 20 ans. La résolution officielle a été adoptée jeudi avec 19 voix pour sur les 35 pays qui composent le Conseil. La Russie, la Chine et le Burkina Faso ont voté contre. Ce texte fait suite à une enquête de longue haleine sur des traces d'uranium trouvées en de multiples endroits en Iran, site que Téhéran n'a pas déclaré comme faisant partie de son programme nucléaire. Dans la résolution, l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU se dit préoccupé par le fait que l'Iran n'explique pas la présence de l'uranium et demande au pays de coopérer pleinement et sans délai avec ses inspecteurs. En réponse, l'Iran a annoncé jeudi qu'il allait construire une nouvelle installation d'enrichissement d'uranium, précisant qu'elle serait installée dans un lieu sûr. L'opposition en exil s'est quant à elle félicitée du vote du Conseil des gouverneurs. Now the snapback mechanism should be implemented immediately. All the 6 UN Security Council resolutions should be reactivated. There should be zero enrichment and all the regime's nuclear facilities has to be implemented immediately. La résolution pourrait ouvrir la voie à de nouvelles sanctions de l'ONU à l'encontre de l'Iran et augmenter le risque d'escalade des tensions régionales. Le moment choisi pour adopter cette résolution n'est pas non plus anodin, puisque le 6e cycle de négociations de haut niveau entre l'Iran et les États-Unis sur un nouvel accord nucléaire doit reprendre ce dimanche à Oman. Le président serbe Aleksandar Vučić s'est rendu en Ukraine mercredi, son tout premier voyage dans le pays depuis qu'il a été élu en 2017. Au cours de cette visite, d'une journée qui n'a pas été annoncée à l'avance, il a participé au sommet Ukraine-Europe du Sud-Est à Odessa. La participation du président serbe au sommet signale le réalignement du pays sur l'UE concernant l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Lors de son discours d'ouverture, Aleksandar Vučić a déclaré que la Serbie était prête à aider à la reconstruction du pays. Il a également souligné que Belgrade soutenait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Serbie s'est positionnée comme neutre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais la récente visite de Vučić à Moscou lors du défilé annuel du jour de la victoire a suscité de vives critiques de la part de Bruxelles. Sa visite a été jugée contraire aux critères d'adhésion de l'UE et susceptible de nuire à l'adhésion de la Serbie au bloc. L'Union européenne pourrait bientôt réduire ses fonds de cohésion. Et les pays qui en bénéficient, comme le Portugal, sont appelés à contribuer davantage au budget de l'UE. C'est l'avertissement de Maria-Luísa Albuquerque, la commissaire européenne aux services financiers et à l'Union de l'épargne. Pelos fundos destinados à convergência têm a ver com a relação, a distância que cada de nós está da média. À medida que entram novos países que vêm de patamares mais baixos, essa média desloca-se e a nossa posição relativa também. Alors que le Portugal fêtera bientôt le 40e anniversaire de son adhésion à l'UE. Maria-Luísa Albuquerque estime que le pays devrait se préparer à passer du statut de bénéficiaire à celui de contributeur net aux fonds européens. Todos os países que recebem esses apoios retribuem com a sua capacidade de desenvolvimento e de crescimento, e eu diria que a ambição de qualquer país deve deixar de ser beneficiário líquido e passar a ser contribuinte líquido, porque o que isso significa, na verdade, é que somos mais ricos, que é, julgo eu, aquilo que todos nós queremos e aquilo que a Europa nos tem ajudado a construir. La commissaire à l'Union de l'épargne exhorte également les Européens à investir leurs économies dans des placements financiers à moyen et long terme dans l'UE. Par ailleurs, Maria-Luísa Albuquerque n'exclut pas la possibilité de fusion dans le secteur bancaire européen dans les années à venir. Accueillant la première ministre danoise Mette Frederiksen à Berlin, le chancelier Friedrich Merz a loué la politique migratoire du Danemark. Le pays pratique notamment une politique de retour très volontariste pour les déboutés du droit d'asile. Friedrich Merz, qui a récemment annoncé qu'il allait refouler la plupart des demandeurs d'asile aux frontières de l'Allemagne, a dit son intention de prendre de nouvelles mesures en s'inspirant du modèle danois. Également au menu des discussions, la guerre en Ukraine et la sécurité européenne. Les deux dirigeants ont condamné les dernières attaques russes et ont réitéré leur soutien à Kiev.
Estimant que la Russie représente une menace constante pour l'ensemble de l'Europe, ils ont souligné la nécessité d'augmenter les dépenses de défense de l'ensemble du continent. Le sujet fera l'objet du prochain sommet de l'OTAN à La Haye à la fin du mois. Cinq personnes ont été tuées lors d'une attaque du Hamas contre un bus de la Fondation humanitaire pour Gaza, dans la nuit de mercredi à jeudi, près de la ville de Khan Younes. L'organisation humanitaire, soutenue par les États-Unis et par Israël, affirme que l'attaque a également fait de nombreux blessés et craint que des membres de son personnel aient été pris en otage. Selon le Hamas, les victimes étaient des combattants de la milice Abu Shabab qui collaboraient avec Israël. Une allégation réfutée par les responsables de la milice. La Fondation humanitaire pour Gaza est une nouvelle organisation qui a débuté ses opérations le mois dernier dans l'enclave. Selon Israël, elle vise à empêcher le Hamas de détourner l'aide à son profit. Mais les Nations Unies contestent que cela se soit jamais produit à grande échelle. Les États-Unis ont ordonné le départ du personnel non essentiel des ambassades du Moyen-Orient. Cette décision intervient alors que les négociations sur le nucléaire iranien semblent dans l'impasse. Le Portugal célèbre les 40 ans de sa signature du traité d'adhésion à la communauté économique européenne. Si son engagement a été scellé le 12 juin 1985, c'est le 1er janvier 1986 que le pays est devenu membre à part entière. Une intégration qui a permis au Portugal de prendre une place centrale dans l'espace politique et diplomatique de l'Europe et d'améliorer sa situation économique et sociale. Em todos os aspectos, a adesão de Portugal à Comunidade Europeia contribuiu para o seu desenvolvimento económico, social, cultural, para a sua modernização, para maior relevância no plano da política externa e, de forma muito concreta, para os portugueses perceberem, sentirem que fazem parte de um espaço mais alargado, com cidadania europeia, com liberdade de circulação nos países europeus, liberdade de estabelecimento, com a hipótese de poderem usufruir de mais amplos direitos no espaço europeu. José Manuel Barroso appelle à un renforcement rapide de la sécurité et de la défense de l'Europe. L'ancien dirigeant rappelle que l'objectif de la communauté européenne depuis sa fondation est de garantir une paix durable. O que eu espero agora é que, precisamente perante estas novas ameaças, os europeus, democraticamente, se unam em torno de uma defesa, uma identidade europeia de segurança e defesa, que obviamente terá de ser compatível com a NATO, com a Aliança Atlântica, preparando-se para a guerra, garantirem a paz. A melhor forma de garantir a paz é estarmos preparados para a guerra de modo a desencorajar qualquer potencial agressor. Une cérémonie de commémoration est organisée au monastère de Jerónimos à Lisbonne. C'est au sein de l'édifice que le traité d'adhésion du Portugal à la communauté économique européenne a été signé par Mário Soares, Premier ministre portugais de l'époque. La cérémonie doit se tenir en présence de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, du président du Conseil européen Antonio Costa, du Premier ministre Luís Montenegro et du président Marcelo Rebelo de Sousa. Le manque de données cartographiques actualisées rend inefficace la lutte contre les incendies en Europe selon la Cour des comptes européenne. Au total, 5200 km² sont ravagés par les flammes chaque année dans les 27 pays de l'Union. Dans un rapport, la Cour des comptes analyse la manière dont la Grèce, l'Espagne, la Pologne et le Portugal utilisent les fonds de l'UE pour prévenir les incendies. Après avoir examiné les projets financés depuis 2014 par différents fonds de l'Union, la Cour des comptes européenne reconnaît l'importance des investissements dans la prévention. Cependant, l'institution note que les données utilisées pour répartir ce dit budget sont obsolètes. En Grèce, par exemple, il a été constaté que la liste des zones sujettes aux feux de forêt date de plus de 45 ans. Alors que, comme le souligne la Cour des comptes, l'UE a mis en place le système européen d'information sur les feux de forêt qui suit les zones brûlées et les incendies sur une base hebdomadaire. Le rapport indique également que l'impact réel des dépenses de l'UE sur le terrain n'est pas suffisamment suivi. Les auditeurs ont conclu que les projets sélectionnés pour recevoir les fonds de l'UE ne ciblent pas toujours les zones où l'impact sera le plus important. Bon marché, mais vite jeté. La fast fashion envahit le marché français. Dans l'Hexagone, 35 vêtements sont jetés chaque seconde. L'Assemblée nationale veut mettre un frein à cette déferlante. Les sénateurs ont largement soutenu ce mardi la proposition de loi visant à mieux encadrer le secteur.
Elle cible les géants chinois de l'ultra fast fashion, tels que Shein et Temu, accusés de vendre des vêtements à petit prix, mais au coût environnemental important. Le texte comprend des pénalités pour les entreprises polluantes, interdit les publicités et empêche les influenceurs de faire la promotion de ces marques. En mars 2024, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité des mesures visant à freiner la fast fashion, avec notamment l'instauration d'un malus environnemental. Selon certaines associations, ce premier texte a été vidé de ses ambitions écologiques initiales par le Sénat sous la pression des lobbies de la fast fashion. Les marques européennes, telles que Zara et H&M, échappent aux sanctions les plus strictes. On a un texte qui va cibler 2 enseignes et donc qui va laisser de côté ce qui représente au moins 90% de la production et des vêtements vendus en France. Donc c'est vraiment une occasion ratée d'avoir un véritable texte avec une ambition et des possibilités environnementales réelles et qu'on regrette énormément parce qu'on voit finalement que c'est la protection économique qui va devenir le moteur majeur de ce texte alors qu'à la base il y avait vraiment cette ambition de faire évoluer le secteur vers des pratiques durables. Mais pour certains, la priorité est de protéger les industries européennes. Malheureusement, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut défendre encore ce qui nous reste de ces filières qui sont européennes et qui, finalement, non. Il faut distinguer la production qui est faite en Chine par ces personnes et la production de ces géants chinois. On est sur des échelles qui sont 100 fois supérieures. Donc, eux, on les préserve pour le moment parce que sinon, il ne nous restera plus rien. Le texte devra encore passer en commission mixte, puis être validé par la Commission européenne.